donner la parole à Frédéric, le managing partner de Innoventis, avec deux questions. Frédéric, bonsoir d'ailleurs. Voilà, sans doute, on va avoir aussi des nouveaux participants ce soir, donc peut-être il est utile que vous vous présentez de nouveau et surtout votre société Innoventis. Mais la vraie question, en fait, est quelles sont les trois choses que vous avez retenues du premier webinaire, Frédéric, hein? Petite interrogation. Ta-ta! On vous écoute. Merci beaucoup, Rick. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu? Beaucoup de choses, mais pour synthétiser en trois parties. Je dirais pour commencer, d'abord, le secteur de la pharmacie est touché par l'Internet, les nouveaux canaux de distribution et le Covid. C'est pour ça que le pharmacien, plus que jamais, il est important qu'il cherche des solutions pour se différencier. Et donc, pour obtenir une croissance durable, il est important de créer un avantage compétitif. Ça, c'était pour moi déjà un premier point important que j'avais retenu. Un deuxième point, bien, la stratégie gagnante, c'est que le pharmacien se mette au centre de la pharmacie. Ça veut dire que finalement, la réelle valeur ajoutée dans la pharmacie, c'est le pharmacien, c'est le pharmacien, c'est lui-même, c'est son équipe. C'est au fait tout ce qui se passe derrière le comptoir, les conseils personnalisés. Et finalement, on a dit la marque la plus forte, c'est le pharmacien. Et la patientèle est beaucoup plus loyale vis-à-vis du pharmacien et elle est beaucoup moins vis-à-vis des marques. On pense souvent que les marques, c'est tout. Non, pas du tout. C'est les clients, la patientèle choisit d'abord son pharmacien et les marques viennent ensuite. Je crois qu'on peut un peu comparer ça avec un médecin de famille. On choisit un médecin de famille pour la personne de confiance qu'il est et le service qu'il a à nous rendre. Donc, le pharmacien, en fait, c'est un peu la même chose. Donc, partant de ça, ça a un sens que le pharmacien, principalement, fasse l'effort quand il communique, quand il fait de la publicité, de faire d'abord de la publicité pour lui-même, pour sa pharmacie, pour ses services, ses produits. Et c'est une erreur fondamentale de penser qu'on peut développer une pharmacie en faisant de la publicité pour des produits, surtout si ce sont des produits d'autres. Donc, principalement, quand on fait de la publicité, faites de la publicité, parlez de vous-même, de vos services, de ce que vous avez, vous, à offrir. Et puis, troisièmement, voilà, impossible de tout faire. Il y a des choix à faire. Et Eric, tu nous as présenté lors du séminaire, du webinaire, une longue liste de choses ou d'opportunités ou de choix. Et donc, voilà, nous serons très curieux de savoir, parce que je pense que lors du webinaire, tu poseras quand même certaines questions. Quels sont les choix que les pharmaciens participants ont fait? Donc voilà, ça c'est, il faut agir. Faites un choix, mais faites. Ne rien faire n'est vraiment pas une option, n'est plus une option. Alors pour clôturer, Inventis Pharma, bon, je l'ai présenté la dernière fois, donc ajouter quelques éléments supplémentaires qui quand même donnent une vue globale. Nous avons 7 ans, nous sommes une société qui a démarré il y a 7 ans. Nous sommes nous-mêmes issus de la pharmacie. Ma femme est pharmacienne en Belgique, elle a son officine à Bornay. Et en fait, ce que nous faisons, nous sommes spécialisés dans la micro-personnalisation. Ça veut dire que nous sommes capables, pour certaines références, de personnaliser des quantités de produits à partir de 5 pièces. Et ces produits, ce que nous faisons, nous les personnalisons, ils sont livrés aux pharmaciens tout de suite prêts à la vente. Et donc, ça permet aux pharmaciens de développer sa propre gamme. Donc, nous allons soutenir avec du conseil, des formations. Ça fait partie du service que nous offrons. Nous avons aujourd'hui déjà un catalogue de plus de 6 gammes différentes avec une centaine de références qui permet en fait aux pharmaciens de créer un assortiment, évidemment un assortiment toujours personnalisé, un assortiment à son nom. Et donc notre objectif, c'est quoi? C'est de créer un réseau de pharmacies, des pharmacies partenaires avec lesquelles nous allons essayer d'être le plus proche possible. Et nous voulons être beaucoup plus qu'un partenaire qui uniquement colle les étiquettes personnalisées sur un pot. Nous avons vraiment l'ambition de créer un réseau de contacts, de créer de la vraie valeur ajoutée pour nos clients. Et cette valeur ajoutée, ça passe par un échange et un partage. Et ces webinaires en sont un exemple. Donc voilà, moi je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et un très très bon webinaire. Et voilà, je te repasse la parole, Rick. Merci beaucoup.
Merci Frédéric. Message pour Isabelle de France, Marco Cardoni et Alain Struff. Soyez prêts parce que d'ici 1 minute, je vais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'autre fois? Et je suis très curieux. Mais vous pouvez déjà préparer votre réponse. Avant ça, je réponds à 2 questions qui sont venues par mail et on en a tenu nos promesses. Donc, on a reçu quelques questions en ce qui concerne les entretiens de fonctionnement et les entretiens d'embauche. Eh bien, la bonne message pour aujourd'hui, c'est que on a terminé notre travail. On va vous parvenir un document avec pas mal d'explications et beaucoup d'exemples de questions en ce qui concerne entretien de fonctionnement et la même chose pour entretien d'embauche parce que là aussi, on a reçu pas mal de questions. Donc, via Innoventis, vous allez recevoir ces 2 petits dossiers qui donnent réponse pratique à vos questions. Comment organiser un entretien de fonctionnement et comment poser les bonnes questions à un candidat. Les autres questions étaient plutôt individuelles et on les a répondues d'une façon individuelle. Isabelle, t'es prêt? Isabelle, allô, allô? Voulez-vous, s'il vous plaît, ouvrir votre micro, Isabelle? Je Oui, suis voilà. curieux ce que vous avez retenu, soit peut-être même mis en vigueur dans votre pharmacie. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée que chaque vente, c'était un contact personnel. Voilà, c'est de l'émotion et de l'expérience. Et le fait que le comptoir ne doit pas être une barrière. Je reparlais, par exemple, par rapport à la pilule du lendemain, d'oser aller s'écarter, quitte à aller près des laits bébés, pour créer sa bulle d'intimité et, voilà, et pouvoir poser des questions délicates. J'ai retenu le fait qu'aujourd'hui, c'est important de communiquer par vidéo aussi. Donc, ça, je trouve ça très, très chouette. Voilà. Et idéalement, un point d'attention par mois. Super. Ouais. En effet, Voilà. il faut pas essayer de mettre tout pas en faire même temps. on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire et en fait, faut pas vouloir faire la révolution en un jour. Ouais, en effet, en effet. Merci Isabelle. Marco, vous êtes... Ah ouais. Marco, quelles sont les choses que vous avez retenues ou mettre en pratique? En fait, ce que j'ai retenu, c'était surtout que faut faire des choix dans la pharmacie d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Il faut se spécialiser sur peu de choses, mais vraiment approfondir ces choses-là. Donc, pour justement apporter de la valeur ajoutée à notre métier, pour ne pas s'aligner, tout ce qu'on sait aujourd'hui entre Medi-Market et supermarché et tout le bazar. Donc, pour rester pharmacien et vraiment être le spécialiste d'une chose. Et ensuite aussi, comme vous aviez dit, c'est vraiment de nous mettre en valeur, quoi, parce que c'est une chose que les pharmaciens, ils oublient de temps en temps et on n'a pas cette attitude, donc vraiment de nous mettre en avant aussi vis-à-vis de nos patients et dire, OK, nous sommes les spécialistes du médicament, nous pouvons vous conseiller et voilà. Hyper important. Merci Marco. Autre chose que vous voulez passer comme message? Là, directement, non. Donc, j'ai pas encore mis en œuvre. Donc, j'ai noté des idées, donc, mais je voulais attendre le deuxième webinaire pour voir un peu, donc pour réfléchir à un concept qu'on puisse mettre en œuvre chez nous. Ouais. OK, merci Marco. Alain Struff, je vous écoute. Alain, il est Innoventis. Oui. Donc voilà. Ah, OK. Moi, je suis Innoventis. Hein. Mais néanmoins, Alain. Mais néanmoins, oui. Néanmoins.
je dirais, il y a une chose qui est très importante pour moi, et je vois ça au fur et à mesure de mes visites ou des prospections. Le pharmacien doit aujourd'hui vraiment croire ce en pourquoi il a sa légitimité. Ça, c'est une chose qui est très, très importante. Une chose qui est une évidence, mais qui est d'une importance capitale aussi, Rick, que tu avais souligné la semaine dernière. Et c'est un mot qui est très fort, mais c'est oser. Et je pense que les pharmaciens sont beaucoup dans la retenue, qui n'osent pas. C'est sortir de sa zone de confort. C'est quelque chose qui aujourd'hui a un sens énorme. Et de créer une expérience en pharmacie. Que quand le patient sort de la pharmacie, on sait pourquoi il est rentré, on sait pourquoi il vient, il est malade, il a une ordonnance, il est dans une situation de stress probablement. Lui faire vivre une expérience, c'est vraiment apporter une autre dimension dans l'univers de la pharmacie. Voilà. Merci Alain. OK, on y va. Input-Output Management, le titre pour aujourd'hui. En fait, on vous donne 2 webinars et ce sont différentes briques, disons. Et donc maintenant, on se concentre sur une technique de management qui s'appelle donc le Input-Output Management. Et le Input-Output Management vous donne une réponse à la question à quel point un pharmacien titulaire peut-il être directif et à partir de quand le titulaire doit-il donner du mot, hein? Ou est-ce qu'il doit lâcher, disons? Parce que vous vous souvenez que j'ai dit, essaye de quitter de temps en temps le comptoir pour vous occuper des choses stratégiques. Mais ça, on peut uniquement faire si on peut lâcher. Et donc, à partir d'où est-ce qu'on peut lâcher? Alors, je reviens sur le titre, Input-Output Management. Mais écoutez, le résultat souhaité, chaque phrase où le résultat souhaité est clé, ça c'est ce qu'on appelle le output. La méthode, c'est le input. Donc, je montre les 2 mots, input, output. Donc, le résultat souhaité, ça c'est le output. Le méthode, c'est le input. Et pour vous expliquer, je vous donne l'exemple d'un menuisier et d'un plombier. Ce que je vous raconte maintenant, c'est une histoire vraie. Il faut savoir que le créateur du modèle Input-Output Management, c'est M. Philippe van den Driessen. Et il y a X années, Philippe van den Driessen a construit une maison. Et il voulait faire le plus possible lui-même. Mais vite, il a découvert sa non-connaissance, disons, en ce qui concerne la construction du toiture et du chauffage. Et donc, il a appelé un menuisier et un chauffagiste. Et il a demandé, ces 2 personnes, des offres. Écoute, le menuisier, il a dit au menuisier, je veux un toit en pente à un angle de 30 degrés, un abri en bâche plastique semi-rigide et des tuiles flamandes. Et le menuisier lui regarde et dit, tu veux ça comme ça? Oui, dit Philippe, oui, c'est ce que je veux. OK. Au plombier, là, Philippe dit, oh, écoute, monsieur le chauffagiste, je ne sais pas encore avec quel combustible je vais travailler et pas avec quels éléments chauffants, mais pouvez-vous m'assurer que nous obtenons 20 degrés en 20 minutes, sauf la salle de bain, où là, on voudrait avoir 25 degrés en 10 minutes. Et le plombier, il dit, ouais, c'est possible. Il déménage 6 mois plus tard. Le toit fuyait et il faisait froid. Et quand il a confronté le menuisier avec ça, le menuisier, il dit, hey, Philippe, désolé, hein, mais j'ai exactement fait ce que tu m'as demandé. Tandis que le plombier, il était là avec 2 instruments, un chronomètre et un thermomètre. Il mesure et il dit, écoute Philippe, je vais le réparer à mes frais. Ça, c'est la différence et le résultat
en ce qui concerne input, le menuisier, ou output, le plombier. Le menuisier input, il ne se sent pas responsable pour le résultat. Il fait check, check, check. Il fait exactement ce que tu lui demandes. Il ne se sent pas impliqué, tandis que le chauffagiste, c'est output. Il se sent responsable. Donc, input, output. Bien sûr, on va dire vers votre métier. Regardons d'abord le modèle. Problème, objectif, critère, solution. Les trois premières parties, c'est ce qu'on appelle le output. Là, le pharmacien titulaire s'en occupe. Les inputs, ce sont les solutions. Et là, on essaie de lâcher. On va faire un petit sondage pour être sûr que vous avez bien compris les formulations input ou output. Donc, je vais citer une phrase et après chaque phrase, je vous demande de répondre est-ce que c'est input ou est-ce que c'est output. Première phrase. Créer des sessions en soirée, donc c'est un pharmacien titulaire qui dit ça à son personnel. Créer des sessions en soirée pour les patients avec des médecins spécialistes du quartier afin d'augmenter l'ancrage du patient par rapport à notre pharmacie. La question du sondage est, est-ce que ceci est du input ou output? Après votre réponse, n'oubliez pas de pousser le bouton Submit. J'attends juste qu'on a plus ou moins 80% de réponses. Mais jusqu'à maintenant, la plupart des gens disent c'est input, mais pas mal de gens disent que c'est quand même de l'output. Ok, je vois que personne ne répond encore, Anya. Ceux qui ont répondu que c'est du output, c'est du input. Créer des sessions en soirée, c'est une méthode. Pour les patients avec des médecins spécialistes, c'est une méthode. Deuxième exemple, établissez les listes dans Excel pour avoir un meilleur aperçu des produits périmés et quasi périmés. Est-ce que ceci est du input ou du output? Ok, Anya? En effet, la plupart des gens ont donné la bonne réponse. Établissez des listes dans Excel. Pourquoi dans Excel? Il y a d'autres méthodes. Ouais. Retenez les noms, les marques, c'est toujours input. Troisième exemple, trouver une idée pour sensibiliser de manière respectueuse les patients qui ne respectent pas la distanciation sociale. Troisième pôle. OK. Yes, 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 yes. Je suis heureux. En effet, ici, on n'a pas cité la façon de faire. Quatrième, celle-là est difficile.
Imaginez un parcours dans la pharmacie pour faire en sorte que les patients voient la plupart des produits exposés avant d'arriver au comptoir. OK, Anya? Yes, yes, yes. En fait, c'était une piège parce que c'était moi qui a expliqué au premier webinaire faire créer un parcours, c'est une bonne idée, mais c'est une solution. Il y a d'autres manières pour faire en sorte que les patients voient la plupart des produits exposés avant d'arriver au comptoir, par exemple des écrans. OK, je continue avec mes slides, mais il ne veut pas. Un petit instant. Voilà. Où se situe la frontière entre input, la méthode, et output, résultat souhaité? Imaginez-vous un dialogue entre un commissaire de police et ses agents. Ne t'inquiète pas, on va venir à beaucoup d'exemples dans la pharmacie. Dialogue entre un commissaire de police et ses agents. Et l'idée du commissaire, son objectif est de renforcer la sécurité. Et donc, ma question est la suivante. Je vais d'abord lire toutes les phrases, les 4 phrases. La question qu'on va vous poser, c'est où se situe la frontière entre input et output? Imaginons qu'il demande à ses collaborateurs de dresser au moins 400 000 amendes de roulage. Ou il demande parvenir à une diminution de la vitesse de 12%. Soit il demande réduire le nombre d'accidents de la route. Soit il demande réduire le nombre de blessés. Jusqu'où va la direction axée sur l'input ou commence la direction axée sur output? Anya? Suspense entre 1 et 2 et 2 et 3. Je suis curieux. C'est pas facile, hein? Ben, peut-être je suis pas assez bien comme prof parce que je suis pas fort content avec les réponses. Anya, les résultats. En fait, attends, je vais changer quelque chose. Voilà la ligne. La ligne est là. Numéro 1 et numéro 2, ça, c'est direction axée sur le input. Et ceci, c'est direction axée sur l'output. Mais je vais vous donner une méthode facile pour connaître la différence entre input et output. La limite se trouve au niveau de non-acceptation de la question du pourquoi. Donc, en effet, la majorité a répondu entre 1 et 2, mais ça doit être donc entre 2 et 3 parce que je revois le poll maintenant. Voilà. OK, donc, la ligne où est-ce qu'elle se trouve? La ligne se trouve entre 2 et 3. La limite, c'est la non-acceptation de la question de pourquoi. Je vous explique. Dresser au moins 400 000 amendes de roulage. Imaginons qu'un policier pose la question à son commissaire. Monsieur le commissaire, mais pourquoi 400 000 amendes? Ben, il peut poser cette question. En fait, il est curieux pour connaître la réponse. Ça ne dérange pas qu'il pose cette question. Un petit instant parce que j'ai un problème technique. Voilà. Donc, voici la ligne. Donc, ça, c'est input, ça, c'est output. Donc, la question, voilà. Donc, il peut se poser la question, oui, mais monsieur le commissaire, pourquoi 400 000? Et on peut accepter cette question.
Il peut poser la question pourquoi 12%? Cette question est acceptable. Mais imagine que le commissaire dit réduire le nombre d'accidents de la route et quelqu'un lève sa main et dit Monsieur le commissaire, pourquoi est-ce qu'il faut réduire le nombre d'accidents? Ça, c'est inacceptable. Ceci, c'est inacceptable. Donc, je répète et retiens ça pour les exemples qui vont venir. Si la question pourquoi n'est plus acceptable, on est dans l'input. Bon, dans votre syllabus, vous trouvez d'autres exemples. Els, le marketing manager de Innoventis, va vous envoyer d'ici quelques jours les réponses. Donc, c'est un petit exercice que je vous laisse. Alors, l'output offre de nombreux avantages. Pourquoi de nombreux avantages? Mais si vous vous axez comme manager sur output, on va stimuler la créativité. Les gens vont se sentir beaucoup plus impliqués et le titulaire a plus de temps pour faire autre chose. Ça, ce sont les avantages de output. Mais parfois, input est quand même indiqué. 3 situations dans lesquelles l'input est quand même utile. Imaginez que la maturité est trop faible de vos collaborateurs. Imaginez qu'il y a une urgence ou l'implication est trop faible. On va revenir là-dessus. Ça, ce sont 3 situations dans lesquelles il est utile de travailler sur input. Mais dans toutes les autres situations, eh bien, profitons de la qualité que vous avez entre vos collaborateurs. Essayez de travailler plus sur le output. OK. Parlons de entonnoir. Entonnoir, conflit. Et après ce chapitre, j'attends un peu, peut-être il y a des questions, ou peut-être il y a des questions qui sont rentrées dans le chat. L'entonnoir, conflit. Parlons d'abord de la probabilité de conflit. Écoutez, la probabilité qu'il y a un conflit entre le titulaire et ses collaborateurs est faible. Vous voyez un petit triangle en haut. C'est logique que tout le monde voit et reconnaît le problème. La probabilité qu'on pourrait avoir une discussion entre le titulaire et ses collaborateurs en ce qui concerne comment résoudre le problème, cette probabilité est beaucoup plus grande. Mais par contre, parlant de gravité du conflit, eh bien, là, vous voyez un triangle inversé. Donc, si les gens ne veulent pas voir le problème, cette probabilité est petite, mais dans ce cas-là, c'est grave. Je vous donne un exemple tout de suite. Solution, l'inverse. C'est presque sûr qu'on pourrait avoir une discussion sur les solutions parce qu'il y a plusieurs solutions pour un problème, mais ce n'est pas grave tant que ces solutions, dans les minimums et maximums des critères, rentrent dans votre objectif, ce n'est pas grave. Je vous donne un exemple. Imagine le problème suivant. Des médecins généralistes de notre commune se plaignent de l'interprétation trop large, selon eux, de la DCI et de la substitution. L'image de notre pharmacie auprès de ces médecins généralistes s'en trouve donc ternie. 3 plaintes à ce sujet ont été formulées la semaine dernière. Il n'y avait jamais eu de plainte auparavant. Imaginons que vous avez un collègue qui dit « Ouah, écoute, vous avez un problème. » Ou imaginons, votre problème est notre chiffre d'affaires diminue avec 5% chaque mois. Il faut qu'on trouve une solution pour ça. Et quelqu'un de vos collaborateurs dit oh, écoute, mon salaire de toute façon sera payé. Hein. Moi, je ne vois pas le problème. Là, vous avez un véritable problème. Donc, en fait, je mets les 2 triangles ensemble, problème, objectif, critère, solution, et le deuxième triangle est le fameux ligne entre output et input. Jusqu'à maintenant, ça semble peut-être un peu de théorie. Vous allez voir dans les exemples qu'on va utiliser qu'avec 1 ou 2 mots, vous poussez votre message vers input ou vers output.
et l'effet est très important. Donc, la manière comment on s'exprime comme titulaire pour obtenir une solution dépend très fort du mot que vous cherchez, que vous utilisez. On va donc ensemble regarder au niveau problème, objectif et critères, quels mots qu'on peut utiliser et quels mots qu'on ne peut pas utiliser si on veut rester dans le output. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, j'attends un peu, je regarde mon public, j'écoute Els ou Anya s'il y a jusqu'à maintenant des questions ou des remarques. Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de questions spécifiques. Donc, je crois que... sauf si je n'ai pas vu, mais je crois que non, il n'y a pas de questions. OK. OK, on va le faire de suivant. Donc, on va regarder ensemble comment construire les phrases qu'on va utiliser pour stipuler le problème, ensuite l'objectif, ensuite les critères. Et on va partir toujours du même problématique. Le problématique est le suivant. Vous, en tant que titulaire, vous voulez pousser un petit peu votre marque propre, mais pour d'une raison ou d'autre, vous n'arrivez pas au résultat désiré. Et donc, on va utiliser ce même exemple pour la façon comment il faut définir et exprimer le problème, l'objectif et les critères. Écoute bien, parce que chaque fois, je vais vous montrer les phrases qui sont citées par le titulaire et on se demande, est-ce que la construction de cette phrase est bonne ou pas? Soit, est-ce que ici, le titulaire pousse déjà vers input, tandis que le but, c'est de rester jusqu'au niveau critère au output. Voilà. Exemple concret, le problème. Par le biais d'affiches, de dépliants et d'images vidéo, nous voulons inciter les patients à opter plus souvent pour notre marque propre parce que le volume de vente est trop faible actuellement sur ces produits. Le message est encore là, les phrases sont là et le sondage, cette affirmation est-elle une bonne formulation de problème d'output? Point d'interrogation. 10 personnes jusqu'à maintenant, ils disent non, 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 ça c'est du input pur. N'oubliez pas de pousser sur Submit après que vous avez voté. OK, Anya. Yes, yes, yes. Je suis content parce qu'en effet, je vous montre la même phrase. Je vous montre la même phrase, mais attention, j'ai un problème. Je vous montre la même phrase, mais j'ai souligné ce qui est mauvais. J'ai souligné ce qui est input. Par le biais d'affiches, c'est une méthode de dépliant, c'est une méthode d'image vidéo, c'est input. Meilleur problème, meilleure formulation du problème est ceci. Le volume de vente sur notre marque propre est inférieur de 20%, ou un autre chiffre, à celui des autres produits du même segment, ce qui est inacceptable par rapport au niveau de qualité que nous voulons afficher en tant que pharmacie. Là, avec cette phrase, vous vous limitez à l'explication du problème sans que vous ajoutez déjà des solutions. Ça, c'est de output pur. Donc, ne confondez pas problème, objectif et solution. Et ça, c'est ce qu'on fait fréquemment.
on confond, on mélange problème, objectif et solution. Et en plus, truc et astuce pour la formulation d'un problème, un problème doit être étayé par les faits et les chiffres y contribuent. Et c'est ce qu'on a fait dans la deuxième définition avec les 20%. OK, je continue. Niveau objectif. Objectif. On reste donc dans le même exemple. On a bien expliqué le problème, le chiffre est trop bas, et on donne, par exemple, comme objectif, à partir de novembre, nous voulons une augmentation permanente des volumes de 8% par mois. C'est possible si au moins 2 patients par jour reçoivent un dépliant sur les avantages de notre marque propre. Voici le sondage. Est-ce que cette formation est-elle une bonne formulation d'un objectif output? OK, Anya? Youpi, youpi, yé. En effet, je vous montre les mots qui stipulent qu'il y avait pas mal de input dedans. Attendez. J'ai fait une erreur, je ne sais pas où je suis. Donc, objectif, voilà. À partir de novembre, nous voulons une augmentation permanente des volumes de 8% par mois. C'est possible si au moins 2 patients par jour reçoivent un dépliant. Tout ça, c'est de l'input. Et donc, très vite, on va mélanger les solutions, l'objectif avec les solutions, ce qui n'est pas le but. L'objectif peut être très, très simple. Nous voulons une croissance durable du volume de vente de notre marque propre. En fait, il y a 2 choses qui sont fort différentes entre problème et objectif et qui vont vous aider à ne pas les mélanger, les faits et le temps. Donc, ne mélange jamais problème et objectif. En ce qui concerne les faits et en ce qui concerne problème, c'est irréfutable. Voici les chiffres ne sont pas bons. En ce qui concerne le temps, le problème, c'est toujours dans le passé. En ce qui concerne l'objectif, en ce qui concerne les faits, c'est hypothétique et le temps, c'est futur. Éventuellement, vous pouvez dire, oui, mais dans l'objectif, on peut aussi mettre des faits. On peut mettre un chiffre où on veut arriver. C'est possible, mais je vais essayer de vous décourager à ce niveau-là. Vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Donc, quand on parle d'objectifs, évitez les chiffres. Les chiffres sont des inputs. Je reviens là-dessus parce qu'il y a plusieurs pièges pour lesquels j'ai une raison à dire évite de mettre des chiffres dans les objectifs. Évitez les solutions, ça c'est clair, 2 clients par jour, c'est une solution. Et utilisez simplement des mots comme plus beau, plus grand, agrandir, plus fort, plus haut, etc. Et éventuellement, on ajoute les mots de sorte que ça vous aide toujours à bien obtenir vos objectifs. Donc, j'ai dit, faites attention avec les chiffres dans les objectifs. Il faut savoir que les chiffres contiennent souvent un objectif sous-jacent et nommez cet objectif et pas les chiffres. Plusieurs pièges. Les chiffres deviennent un objectif en soi.
les chiffres sont source de conflits et de démotivation. Je vous donne des exemples d'ici une minute. Les chiffres créent une illusion de contrôle, laquelle peut conduire à la fraude. Je vous donne comme exemple, vous demandez par exemple comme objectif minimum 2 fois par jour, vous devez être proactif vis-à-vis des patients, donc minimum 2 fois, vous faites l'effort de parler de notre marque propre, eh bien, le pharmacien qui a proposé ça 2 fois pendant la journée, il s'arrête. Le troisième, il ne faut pas faire hein, parce que le chef a demandé 2 fois, laquelle peut conduire à la fraude. Ben, éventuellement, il n'a pas expliqué ça aux 2 personnes, mais il va quand même mettre 2 traits. J'étais délégué médical à l'époque. À un moment donné, mon chef me demandait d'augmenter la quantité de visites. Ah ben, écoute, tu te mets dans le couloir d'un hôpital, il y a pas mal de médecins qui passent et chaque fois quand il y a quelqu'un qui passe, tu mets son nom. La seule chose qu'il faut savoir, ça c'est son nom. Voilà. Ça c'est la fraude. Les chiffres imposés unilatéralement sont source de méfiance. Mieux, c'est que vous laissez aux collaborateurs de déterminer le chiffre que vous voulez obtenir. Je vous avais promis de vous donner quelques exemples. Mais tout d'abord, les entreprises, les grandes entreprises, travaillent depuis longtemps avec ce qu'on appelle les KPIs, hein, the Key Performance Indicators. En français, c'est IPC, indicateur de performance clé. Donc, Key Performance Indicators, en français, c'est IPC, indicateur de performance clé. Il faut savoir que de plus en plus, les sociétés arrêtent ce système. Pourquoi? Fraude. Exemple, les délégués pharmaceutiques doivent toujours afficher les graphiques 1 et 2 sur leur iPad. Je vais vous raconter quelque chose, peut-être vous n'êtes pas au courant. Donc, à l'époque, les délégués qui vous visitaient, ils avaient des folders. Maintenant, ils ont un iPad. L'avantage de l'iPad, c'est double. Si le bureau marketing veut changer quelque chose, il faut juste taper sur un bouton et le folder est changé. Ça, c'est une amélioration, ça c'est clair. Mais il y a une deuxième chose. Quand on demande le délégué médical de absolument à chaque visite montrer à chaque pharmacien graphique 1 et 2, eh bien, le marketing manager qui est à Bruxelles, il voit afficher sur son écran chaque fois qu'il y a un délégué qui montre graphique 1 et graphique 2. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à partir de maintenant, vous êtes. Contrôle total. Vous savez ce qu'un délégué fait qui n'aime pas graphique 2? Eh bien, pendant l'heure de midi, hein, il se met dans un café et il fait comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, 5 fois, je l'ai fait. Les délégués pharmaceutiques doivent rendre visite à au moins 5 pharmacies par jour. Ben, j'ai déjà cité cet exemple dans une autre forme. Donc, les chiffres, faites attention avec ça. Les pharmacies reprennent ce comportement d'utiliser les KPI, les IPC, ce comportement à leur compte, tandis que les entreprises renoncent de plus en plus ces IPC. Donc, exemple en pharmacie, essayez de présenter notre marque propre à 50% des patients qui achètent des dermocosmétiques. C'est pas top. Désignez l'objectif et non des chiffres. Ce qu'on pourrait dire, par exemple, l'objectif est qu'un maximum de nos patients adoptent notre marque propre. Utilisez une bonne phrase d'ouverture pour éveiller l'intérêt des patients sur les avantages de notre marque propre. Presque parfait. On n'y est pas encore. Donc ça, ce n'était pas du tout bon. Hein? Essayer de présenter notre marque propre à 50% des patients qui achètent des dermocosmétiques, ça, ce n'était pas bon. Ça, c'était mieux, mais pas top. L'objectif est qu'un maximum de nos patients adoptent notre marque propre, utiliser une bonne phrase d'ouverture pour éveiller. Mieux, c'est l'objectif est qu'un maximum de nos patients adoptent notre marque propre. Utilisez une bonne méthode, et à vous de trouver,
pour éveiller l'intérêt des patients sur les avantages de notre marque propre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Et même si vous ne l'avez pas mis dans le chat, peut-être vous voulez poser votre question comme telle. Alors, il faut ouvrir votre micro. Sur le chat, je ne vois pas de questions pour l'instant. Donc, soit je l'explique bien, soit les gens disent plus vite, s'il vous plaît. Je continue. Objectif sans chiffres. Par exemple, pas de délivrance erronée en 2021. Est-ce que c'est réalisable? C'est une bonne idée, hein? Pas de délivrance erronée en 2021. Mais est-ce que c'est réalisable? Il faut toujours réfléchir sur 3 choses. Type, le mot inacceptable et de sorte que. Ça peut vous aider. Note ces 3 mots. Type, inacceptable, de sorte que. Pour refaire votre phrase. Exemple d'objectif en ce qui concerne le type. Pas d'erreur pour les médicaments cardiovasculaires. Là, peut-être, c'est acceptable comme phrase. Le mot inacceptable. Pas d'erreur pour les médicaments cardiovasculaires soumis à prescription. Là, on peut peut-être accepter cette phrase. Pas de délivrance erronée en 2021 en ce qui concerne les médicaments cardiovasculaires soumis à prescription. Et l'expression de sorte que nous soyons considérés comme une pharmacie modèle dans notre région. Ça, c'est un bon exemple d'une expression qualitative au lieu de quantitative. Ou une autre, les médecins généralistes nous contactent pour nous poser des questions et non l'inverse. Ça, c'est un super exemple d'un objectif qualitatif au lieu de quantitatif. Messieurs, dames, j'écoute personne. Je voudrais savoir, barre grise en bas, réaction. Ça passe jusqu'à maintenant, mon message? Catherine dit OK. Arnaud dit OK également. Marco a répondu. Ah, voilà, vous êtes tous en vie encore. Ça me fait beaucoup plaisir. Thibaut dit Il y a OK. aussi une Anne dit question, OK. Rick. Oui. Je vous écoute, Else. En fait, c'est Thibaut qui demande comment réagir si le collaborateur nous répond comment faire lorsqu'on présente un objectif en output. Donc, avec un collaborateur a priori capable. Ouais. S'il demande une solution, en fait. Ben, la dernière partie du phrase est importante. Hein. Donc, si quelqu'un te dit, écoute, monsieur le titulaire, patron, chef, je ne sais pas comment faire, parce que il n'est pas capable pour cet âge-là, ben, c'est clair que tu as passé vers output pour quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'output. Et donc, à un moment donné, il faut passer vers l'input. Par contre, si vous avez l'impression que le type est capable, mais il ne veut pas remplir, il y a un problème avec l'implication. Comment augmenter la motivation de votre collaborateur, ça, je ne sais pas vous expliquer en 3 minutes, mais justement, en travaillant plus avec l'output, on va les impliquer ou au moins leur donner cette possibilité de se sentir beaucoup plus impliqués. Et deuxième chose, je répète que d'ici quelques jours, vous allez recevoir le document entretien de fonctionnement parce que peut-être depuis trop longtemps, vous n'avez pas écouté d'une façon attentive à vos collaborateurs en ce qui concerne leurs démotivateurs. Et donc, il faut avoir des entretiens de motivation pour éviter ça parce que clairement, on parle ici de quelqu'un qui ne se sent pas impliqué et ça, c'est un véritable problème. D'autres questions, Else? Oui, je vois. J'ai vu la réponse en ce qui concerne Smart. Ben,
Donc, dans le chat, je cite, hein, il y a quelques années, on parlait d'objectifs SMART et le M, c'est le M de mesurable. Donc, souvent, on mettait des chiffres. C'est rassurant. Oui, c'est correct, mais ça a aussi des désavantages, comme je viens d'expliquer. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas SMART, je vous explique. Mais donc, je suis plus un fan de Smart, juste pour des raisons que je viens vous citer, parce qu'il y a quand même pas mal de pièges. Mais donc, Smart, c'est M-A-R-T. Donc, c'est un objectif doit être spécifique, doit être mesurable, doit être atteignable, doit être, on dit fréquemment réaliste, mais c'est pas correct. Ça doit être relevant. Je vous explique dans quelques minutes pourquoi. Et ça doit être time-based. Donc, ça doit être clair quand ça doit être arrivé. Pourquoi le R de relevant et pas réalistique? Parce que réalistique, c'est en fait la même chose que atteignable. On parle d'un objectif spécifique. Spécifique et relevant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si votre objectif est ici, qu'il faut suivre un chemin pour y arriver, ça c'est étape 1, ça c'est étape 2, et ça c'est le temps entre différents entretiens. Et donc, cette étape doit avoir une relevance vis-à-vis des étapes qu'il faut suivre pour arriver où vous voulez arriver. Ça, c'est le concept SMART, mais comme je disais, de plus en plus, les sociétés quittent cette idée de SMART parce que être trop spécifique en ce qui concerne les chiffres où il faut arriver, il y a des pièges. Et de temps en temps, les gens, quand ils trouvent qu'ils sont capables de facilement arriver à l'objectif, ils freinent, tandis que le potentiel est encore énorme. Arrivons aux critères. En fait, la description de problèmes et objectifs n'est pas tellement difficile. Il faut juste faire attention, ne mélange pas problème et objectif l'un à l'autre, ne mets pas déjà des solutions dedans, mais les critères, ça c'est quand même un peu difficile, mais très important les critères. Pourquoi? Parce que on est presque à la fin de l'entonnoir, on va presque arriver aux solutions et on va lâcher après critères, mais on doit quand même éviter que les gens viennent avec des solutions qui sont trop tard, impayables, etc., etc. Donc, il faut quand même marquer un petit peu jusqu'où les gens peuvent aller avec leurs solutions. On reste dans le même exemple et on dirait par exemple comme critère, et de nouveau on va faire un sondage, est-ce que ceci est bien output ou pas? Nous faisons appel au bureau de marketing Hocus Pocus. Ils élaborent pour nous un dépliant attrayant pour notre marque propre et créent du matériel visuel pour soutenir votre travail. Nous visons une première croissance d'au moins plus 5% à partir de novembre, qui doit se poursuivre jusqu'en mars 2021 au rythme d'au moins 5% par mois. Cette fois-ci, je ne demande pas est-ce qu'il y a de l'input dedans. Non, je vous demande plus spécifiquement de compter, indiquer le nombre d'erreurs qui contient cette description. Indiquer le nombre d'erreurs qui contient cette description.
encore plus ou moins 7 personnes qui sont en train de calculer. Pour ceux qui n'ont pas encore répondu, il y a beaucoup plus de input dedans que vous pensez. OK. La plupart des gens répondent 5. Peut-être c'est correct. Ça dépend un peu comment vous calculez. Est-ce que vous calculez les détails également? Je m'adresse aux 3 personnes qui ont répondu 8 mots. Qui a répondu 8? Il y a 3 personnes qui ont répondu 8 erreurs et je cherche contact avec ceux qui ont répondu 8 parce que vous êtes les vainqueurs. Qui a répondu 8? Veuillez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Nous? Moi? Frédéric, ah oui, ouais, ça c'est pas difficile. Hein. Frédéric, il a assisté au webinaire néerlandophone. J'ai hésité à mettre 7, mais bon, ça faisait un peu idiot quand même quand on sait que c'est 8. Ok, mais vous êtes disqualifié, Frédéric. Quelqu'un d'autre qui a répondu 8 encore? Peut-être il y a des gens qui ont juste tapé 8 sans savoir d'avoir tapé 8. Moi, j'ai Allô, répondu allô, 8 allô? aussi, mais je fais partie de l'équipe Innoventis, donc. Mais j'ai pas assisté au webinaire néerlandais. Hein, donc, D'accord, il y a... Agnès, elle répond. Oui. Agnès, tu es là? Allô, Agnès? J'ai vu bouger le son d'Agnès, mais elle ne dit rien. Agnès, est-ce que tu es là? Est-ce que tu veux ouvrir le micro? En fait, c'est pour vous féliciter, mais Agnès ne répond pas. OK. Voici la bonne réponse. Nous faisons appel au bureau de marketing. Hocus pocus. Il y en a 2. Un dépliant, du matériel visuel, au moins 5%. En novembre jusqu'en mars 2021, d'au moins 5% par mois. 5 erreurs sur 47 mots. J'ai fait le calcul pour vous. Ça veut dire dans ces quelques phrases, on trouve presque 20% d'erreurs. Écoutez, trier les critères, c'est pas simple. Je vais vous donner la bonne réponse, une des possibilités pour bien décrire les critères. L'approche que vous avez proposée, l'approche que vous allez proposer doit générer une croissance durable pour notre marque propre, ne peut avoir aucune influence sur le volume des produits du même segment, doit renforcer notre image de prestataire de soins. Le temps passé par patient ne peut entraîner que de temps d'attente limité, maximum 4 personnes en attente. Pour la première fois des chiffres, je reviens là-dessus. Un budget unique de 4 000 € est prévu. Un chiffre. Le nombre d'ETP, donc les équivalents temps plein, le full-time equivalence en anglais, le nombre d'équivalents temps plein n'est pas augmenté. 2 remarques. Tout d'abord, critères, c'est en pluriel. Il faut prévoir plusieurs critères dans lesquels une solution doit se trouver. Mais on ne peut pas avoir trop de critères. On peut donner autant de critères qu'à la fin, il ne reste qu'une solution. Donc ça, c'est pas bon. Donc, combien de critères est-ce qu'il faut? Assez pour que ça vous rassure comme chef d'équipe, mais pas de trop, parce que il faut que plusieurs solutions restent possibles. Ça, c'est une remarque. Deuxième remarque en ce qui concerne les critères, c'est à partir d'ici que pour la première fois, on laisse rentrer des chiffres. Est-ce que j'ai dit dans l'objectif qu'on ne peut pas avoir des chiffres? Je ne dis pas, mais je vous conseille d'éviter. Mais
c'est autorisé. Dans les critères, il faut à un moment donné des chiffres. Parce qu'en fait, on est arrivé à une sorte de point de basculement entre input et output, et maintenant, les chiffres commencent à jouer un rôle. Comme je disais, les critères sont le point de basculement entre input et output. Un pharmacien titulaire peut se permettre de ne pas avoir de solution. Il ou elle ne peut pas se permettre de ne pas avoir de critères. Donc, d'un manager, on n'attend pas qu'il ait une solution pour tout. Non, d'un manager, on peut attendre qu'il sait bien, ça c'est mon problème, et ça c'est où je veux arriver, mais le comment, les solutions, je laisse pour les autres. Entre parenthèses, un problème, ça peut être aussi un problème potentiel. Considérez aussi les opportunités manquées comme un problème. Par exemple, et on a trouvé, enfin la source, vous voyez là en bas, on a trouvé ça à cause d'une analyse qu'on a fait. 86% des femmes utilisent une crème de jour. Avez-vous la moindre idée des autres achats que vous pourriez effectuer chaque jour? Parce que maintenant, la plupart de ces produits sont peut-être pas achetés chez vous. Donc, je répète, considérez aussi les opportunités manquées comme un problème. Donc, je reviens à mon modèle. Un titulaire doit prendre des décisions à propos de problèmes objectifs et niveaux de critères. Le titulaire doit donner carte blanche au niveau de la solution. Bien comprendre des solutions qui rentrent dans les critères, la raison pour laquelle il faut des critères. Donc, le modèle, problème, objectif, critères, les solutions, voici la ligne rouge. Ça, c'est la zone du titulaire. Ceci est la zone pour les collaborateurs. Mais chaque fois quand tu cites quelque chose, il faut te poser comme question, est-ce que grâce à la phrase que je cite, il peut y arriver des questions pourquoi? Si les gens peuvent te poser des questions pourquoi, et c'est une question pourquoi qui est acceptable, ça veut dire que vous avez déjà dépassé la ligne rouge. Donc, en ce qui concerne cette fameuse ligne, si le pharmacien titulaire est créatif au-dessus de la ligne, eh bien, le collaborateur, le pharmacien ou l'assistant pharmacien peut être créatif en dessous de la ligne. Et revenons à cet exemple en ce qui concerne le fait qu'il y a pas mal d'opportunités qui sont donc en fait un problème. Exemple concret, je disais, 86% des femmes utilisent un crème de jour. Peut-être y aura-t-il des collaborateurs avec le concept suivant. Donc, imaginons que vous avez très bien utilisé ces 3 étapes et que grâce à ça, vos collaborateurs disent « Partons pour un plan de soins de la peau individuelle par patient ». Et, vous vous souvenez, ils avaient 4 000 à leur disposition. Nous pouvons utiliser ces 4 000 € pour engager temporairement une esthéticienne. Cela nous fera gagner du temps et de l'énergie et nous pourrons apprendre de son approche. Ting! Plus de créativité si vous êtes un output manager. Parce que maintenant, cette idée vient de vos collaborateurs.
D'ailleurs, j'ai quelque chose utile bien réfléchi par Innoventis. Un canevas du plan de soins input-output. Donc, un plan de soins de la peau individuelle par patient. Utilisez par exemple un formulaire à compléter et choisissez pour chaque patient les bons produits qui correspondent à chaque rubrique. Donc, on a un document qui peut être rempli par votre collaborateur avec l'aide de votre patient. La conception de ce document, ça peut être input par le titulaire. Par exemple, il utilise le document de Innoventis. Dans ce cas-là, c'est de l'input. On va indiquer le nom des produits et ça sera output pour le titulaire et résulte de l'input des collaborateurs. Et on peut laisser participer le patient. Ça, c'est donc le patient qui donne des inputs. Et donc, le patient va se sentir lui-même aussi plus impliqué. Je vous donne un exemple de ce document. Donc, disons maintenant, étape numéro 1, inventaire du plan de soins de la peau actuelle. Demandez à un collaborateur de concevoir un tableau, ça c'est output, ou utilise le document qui existe via Innoventis, alors c'est input, et indiquer avec le patient quels produits sont utilisés actuellement. Et comme ça, vous faites une sorte de jeu en fait avec le patient, mais il ne va pas sentir ça comme un jeu. Le patient se sent compris. Le pharmacien prend du temps pour analyser avec le patient ce qu'il a besoin. Ça, c'est étape 1, inventaire du plan de soins de la peau actuelle. Étape 2, proposition, plan de soins pour la peau optimisée. Donc, demander à un collaborateur de créer ce tableau, output, ou utiliser les tableaux existants d'Innoventis, input, et cocher pour le patient les produits qui lui sont recommandés, input, mais ce sera senti pour le patient comme output, il va collaborer. Est-ce qu'il y a des questions, else? Oui, donc ici je vois une question de M. Rebet. Si X collaborateur est la même que X solution, comment écarter des solutions, donc mauvaises a priori, sans vexer, froisser et décourager? La probabilité de vexer les gens en poussant votre solution, cette probabilité est beaucoup plus grande que de choisir entre les solutions proposées par plusieurs collaborateurs. Donc, en effet, imagine, il y a 2 solutions et il faut faire un choix. On peut partir d'idée, oui, mais on va quand même vexer un des 2. Mais les 2 ont de toute façon ce sentiment d'avoir collaboré et met ça dans le groupe et laisse les gens décider. Et si eux n'y arrivent pas, et si pour vous, les 2 sont bons, eh bien, vous faites le choix. Donc, il n'y a pas une solution idéale pour ceci, mais de toute façon, ça vient d'eux, ils vont être plus motivés si on compare avec l'idée qui vient uniquement de vous. On peut même imaginer, peut-être, on peut faire une combinaison de différentes solutions, hein, mais bon, pour ça, il me faut des exemples. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions des gens? Même si vous ne l'avez pas mis dans le chat, vous pouvez ouvrir votre micro parce qu'en fait, on est presque à la fin de notre webinaire. J'ai encore un dernier exemple pour terminer, mais je suis à votre disposition si vous avez encore des questions. Ok, laisse-moi peut-être alors souligner les avantages de Output. Vous savez, Output est tellement
logique que de temps en temps, on oublie d'expliciter ce qu'on veut comme output. Et pour ça, je vais vous donner le dernier exemple, mais j'ajoute pourquoi, quels sont les avantages de output. Plus de créativité en ce qui concerne solution. 2, les collaborateurs se sentent plus impliqués. Et 3, comme titulaire, comme manager, vous avez beaucoup plus de temps à consacrer à des choses qui sont plus importantes. Parce que, souvenez-vous, ce triangle-ci n'a rien à voir avec le triangle que je viens de vous expliquer, mais chaque responsable sait, chaque organisation est organisée de façon pyramidale. Le top peu de personnes dans votre situation PNE, qu'une personne s'occupe avec la stratégie, un autre groupe de personnes s'occupe avec le tactique, mais dans votre situation, peut-être c'est la même personne, et fréquemment, la même personne s'occupe de l'opérationnel. Prenons les premières lettres. En néerlandais, c'est... Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est une sorte d'arrêt. Il faut éviter ça. Tire la ligne ici. Comme ça, vous laissez plus de créativité chez vos collaborateurs. Les collaborateurs se sentent plus impliqués et vous avez plus de temps de vous occuper avec les choses qui concernent le futur. Je répète, fréquemment, on oublie d'expliquer, d'expliciter l'output parce que l'output est tellement logique. Et voilà mon dernier exemple et la dernière fois que je fais du pub en ce qui concerne mon livre. Mon livre était prêt et j'avais un entretien avec la dame qui s'occupe avec la mise en page du livre. Et je demande à cette dame, agrandissez les figures. Et elle me répond, hein, pourquoi agrandir? Et je me disais, mais allez, c'est quand même logique. Je répète, output est pour moi tellement logique que j'oublie de l'exprimer. Donc, je réponds et je donne comme réponse, je veux que les figures soient davantage mises en évidence. Et elle me regarde et elle dit, mais pourquoi les figures doivent-elles être mises en évidence? Je dis, mais allez, c'est quand même logique. Des figures mises en évidence vont stimuler les ventes. Ah, donc vous souhaitez une mise en page qui rende votre livre plus attrayant? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Solution. Elle utilise plus de couleurs. Elle ajoute, à part des figures, des illustrations. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les deux. Donc, elle ajoute des figures encadrées, couverture spéciale, bord extérieur coloré. Mais ce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas agrandi les illustrations. Et en fait, je suis très fier du résultat. Et heureusement, elle n'a pas fait ce que l'auteur demandait, parce que ce n'est pas mon métier. Le contenu, oui, mais les figures, les illustrations, non. Donc, heureusement que j'ai arrêté ici. Donc, voilà, si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs 4 personnes qui vont être heureuses dans les jours qui suivent parce qu'on a reçu plusieurs commandes. Donc, demain, ils vont à la poste. Si ça vous intéresse, vous pouvez envoyer un mail à Anya et les clients de Innoventis, ils sont bien gâtés à ce niveau-là. Laisse-moi, avant de passer le parole de nouveau à Frédéric, vous proposer un to-do. Au cours des prochaines semaines, testez les connaissances acquises. Demain, j'en suis sûr, demain matin, sans doute, vous êtes presque là avec une solution. Vous voyez un problème, vous voyez une solution.
à Valsa et essayez de réfléchir sur les différents niveaux duquel j'ai parlé aujourd'hui. Évite de mélanger problème et solution. Soyez clair en ce qui concerne objectif, mais ça ne doit pas avoir des chiffres. Et n'oublie pas les critères, parce que les critères font que vous allez vous sentir à votre aise. Choisissez un problème d'équipe et un problème d'officine, par exemple, que vous souhaitez faire, étudier dans le style plutôt output. J'espère que ça va bien passer. Demain, avant de clôturer, je passe le dernier mot. Je reste encore pour répondre à des questions éventuelles. Mais d'abord, je passe la parole à Frédéric. Merci beaucoup, Rick. C'est évidemment un séminaire qui est différent de l'autre et peut-être un peu plus compliqué parce que déjà, c'est déjà certainement plus loin de notre zone de confort. De notre côté, je crois qu'on nous sommes tous conscients que voilà, la gestion d'équipe, c'est très important. On cherche tous des solutions de leadership et on cherche toutes les solutions comment on peut augmenter l'implication de nos collaborateurs. Ce qui est très évident, très compliqué. Moi, j'ai toujours pensé avant que les gens à la base, ils doivent être motivés d'eux-mêmes et s'ils sont pas motivés, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Finalement, c'est l'implication qui compte et comment créer l'implication. C'est tout simplement en les impliquant réellement et les techniques que nous apprend servent exactement à ça. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Mais ça m'a fait, je vais quand même permettre de te poser une question, Rick. Donne-nous un dernier conseil parce qu'en effet, c'est vraiment très très loin de notre zone de confort. Donc voilà, demain, en effet, comme tu dis, la formation va l'ouvrir, on va être vraiment occupé. Et donne-nous un dernier conseil. C'est pas dans notre zone de confort. Comment faire? Dis-nous. Ok, ce que tu demandes en fait, c'est Eric, merci pour les 90 minutes. Maintenant, mets ça dans une phrase. Écoute, Frédéric, je comprends bien la question, mais changer les habitudes, ce n'est pas facile. Et je me souviens ton anecdote avec un certain prof de marketing, si mes souvenirs sont bons, où tu demandais, mais je ne sais pas comment décrire ce qui me fait unique. Et elle a dit, Avantage compétitif. Voilà. Et donc, elle a dit, je m'excuse Frédéric, alors tu dois réfléchir plus longtemps parce qu'il faut. Il faut en trouver un. Ouais. Écoute, on vit dans un environnement qui change et qui change très vite. On ne peut pas attendre, non, on ne peut pas espérer de garder les mêmes résultats ou même de gagner en résultats en ne rien changer dans un environnement, même un monde qui change et qui change vite. Donc, il faut. Je pense que ce qui est le plus important de tout ce que j'ai raconté aussi au premier webinaire, la plupart des pharmaciens passent la plupart de leur temps derrière le comptoir. Et je comprends parce que ça, c'est leur métier, c'est pour ça qu'ils ont étudié la pharmacie, ils aiment le contact avec le patient, super. Mais dans un environnement qui change tellement, il faut s'adapter. S'adapter en ce qui concerne des moments interactifs, des moments exploratoires. Et pour changer, pour trouver des solutions, il faut du temps. Il faut être créatif. Et cette créativité est d'une part chez vos collaborateurs et donc output management, et d'autre part peut-être chez vous, si vous prenez du temps pour réfléchir au futur. Et où est-ce qu'il se trouve le temps? Chaque moment où vous n'êtes pas derrière le comptoir, où vous vous occupez pas de l'opérationnel, vous pouvez réfléchir au niveau stratégique et tactique. Je donne un dernier exemple.
et je sais que les gens n'aiment pas très fort, mais régulièrement, je demande, est-ce que vous allez regarder de temps en temps dans d'autres pharmacies? Ah non, on n'a pas du temps pour ça. Il faut être au courant de ce que les autres font. Mais alors, avec ça, je ne veux pas dire, va regarder chez votre voisin 2 kilomètres plus loin. Non, par exemple, MediMarket qui a piqué un peu de votre marché, va regarder ce qu'ils font. Est-ce qu'il faut tout copier? Non, pas du tout. D'ailleurs, en ce qui concerne les prix, tu vas toujours perdre ce jeu. Mais chaque pharmacien a une autre méthode, chaque groupement a une autre méthode. Va regarder, fais une étude là-dessus. Et quand est-ce que vous pouvez le faire? Si vous quittez votre comptoir. Et je pense que ça, c'est la chose le plus important à changer, mais un petit peu plus de responsabilité chez vos collaborateurs. Et comme ça, vous pouvez lâcher ici et vous avez du temps pour réfléchir au futur. Est-ce qu'il y a des questions? Et éventuellement, vous pouvez aussi envoyer les questions et on essaye de répondre là-dessus. Mais je reste encore quelques minutes en ligne. C'est ce que Frédéric a nommé de after party ou quelque chose comme ça. Donc, je reste encore. S'il y a des questions, je propose que vous le posez en ouvrant votre micro et je demande à Anya de couper le recording. Comme ça, peut-être, vous êtes encore plus à votre aise en posant votre question.